Vivez, Simon croyez, n'attendez à demain. Cueillez, dès aujourd'hui, les roses de la vie. Ces mots, tracés par la main de Pierre de Ronsard il y a plusieurs siècles, ne sont pas une simple invitation à la botanique. Ils sont un écho, un murmure urgent qui traverse le temps pour venir se poser, là, maintenant, au creux de votre oreille. Je vous invite à considérer cette image, une rose. Elle ne demande pas la permission d'éclore. Elle ne s'inquiète pas de l'hiver qui viendra, ni de l'orage qui est passé. Elle est là, entièrement, offrant sa couleur et son parfum à l'instant, sans rien retenir. Pourtant, pour nous êtres humains, cette simplicité est devenue le défi le plus vertigineux de notre existence. On nous a souvent répété cette formule latine, carpe diem, comme s'il s'agissait d'un slogan léger, une excuse pour l'insouciance. Mais la vérité est bien plus profonde, et peut-être plus difficile à admettre. Habiter le présent est l'art le plus ardu qui soit. Regardez autour de vous, ou plutôt, regardez en vous. Nous vivons une époque étrange, obsédée par la vitesse. Nous courons après l'efficacité. Nous cherchons à gagner du temps comme on gagne de l'argent. Nous remplissons nos agendas jusqu'à l'étouffement. Mais dans cette course effrénée, un paradoxe cruel s'installe. À force de vouloir gagner du temps, nous avons oublié comment le sentir. Nous traversons nos journées comme des voyageurs pressés qui ne descendent jamais du train pour toucher la terre. Ce que je vous propose durant les 20 prochaines minutes, ce n'est pas une leçon de morale. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devriez faire, mais pour explorer avec vous ce que nous pourrions être. Nous allons prendre ce concept, ce fameux carpe diem, et nous allons le nettoyer de la poussière moderne. Nous allons écarter l'idée bruyante et épuisante du vivre sans limite, pour retrouver quelque chose de plus ancien, de plus calme. Une sagesse stoïcienne, solide comme le roc. Mon intention est de vous guider dans une exploration de la texture du temps. Non pas le temps qui se mesure avec des aiguilles et des chiffres, mais le temps qui se mesure en battements de cœur et en respiration consciente. Car la vie n'est pas ce qui vous attend demain. Elle n'est pas ce souvenir qui vous retient hier. La vie est cette infime étincelle, fragile et précieuse, qui brille juste ici. C'est ce voyage vers l'immobilité attentive que je vous invite à commencer, maintenant. Il est temps de dissiper un malentendu qui dure depuis des millénaires, une erreur silencieuse qui a transformé une prière en un cri de guerre. Lorsque le poète Horace, dans ses odes, a tracé ces mots devenus immortels, carpe diem, il ne nous invitait pas à la conquête. Pourtant, écoutez comment le monde moderne traduit cette phrase. On vous dit « Saisissez le jour ». Saisir. Sentez-vous la violence de ce mot? Saisir, c'est le geste du prédateur qui referme ses griffes sur une proie. C'est un acte de contraction, de tension, une tentative désespérée de figer ce qui, par nature, est mouvant. Saisir le jour, c'est vouloir le posséder, le dominer, le forcer à nous donner son jus avant de jeter l'écorce. C'est une bataille contre le temps. Mais Horace n'était pas un général sur un champ de bataille.
Il était un observateur de la nature. La vérité philologique, celle qui se cache dans la racine même du latin carpe, est bien plus douce, bien plus fertile. Carpe ne signifie pas saisir. Carpe signifie cueillir. Cela change tout, n'est-ce pas? On saisit avec le poing fermé, mais on cueille avec la main ouverte. On saisit une épée, mais on cueille un fruit, une fleur ou une grappe de raisin. Imaginez-vous maintenant non plus comme un conquérant du temps, mais comme un jardinier de l'existence. Le jardinier sait que la violence ne sert à rien. S'il tire sur la tige avant l'heure, il tue la plante. Cueillir, c'est un acte de discernement et de patience. C'est savoir attendre que le fruit soit gorgé de soleil, qu'il soit lourd de sa propre maturité pour le détacher délicatement de la branche. Le véritable carpe diem, c'est cette attention portée à la maturité de l'instant. Ce n'est pas une consommation frénétique de plaisir pour oublier que la mort approche. Non. C'est l'art de reconnaître quand le moment est mûr pour être vécu pleinement. C'est accepter que chaque instant a sa saveur propre et que pour la goûter, il faut de la délicatesse, pas de la force. Laissez-moi vous emmener un instant loin d'ici, dans le silence feutré d'un pavillon de thé au Japon. Observez le maître de thé. Il s'apprête à servir une simple coupe, mais regardez ses mains. Il ne se précipite pas pour verser l'eau chaude afin d'en finir au plus vite. Chaque geste est une révélation. Il nettoie le bol avec un linge de soie, pliant le tissu selon un rituel précis, comme s'il caressait l'air. Il mesure la poudre verte avec une cuillère de bambou, écoutant le bruit infime des grains qui tombent. Lorsqu'il verse l'eau, il honore la rencontre entre le liquide et la terre cuite. Puis, il fouette le mélange, non pas pour l'agiter, mais pour y insuffler son esprit. Si vous demandiez à ce maître « Pourquoi tant de lenteur pour une simple boisson ?» il vous sourirait sans doute avec bienveillance. Car il ne prépare pas seulement du thé, il cueille l'instant. Chaque mouvement a une valeur absolue. Il ne fait pas ses gestes pour boire le thé plus tard. Le geste se suffit à lui-même. C'est l'opposé absolu de l'homme pressé qui avale son café brûlant en courant vers son bureau. L'esprit déjà arrivé à la destination, le corps encore en transit, le cœur nulle part. Le maître de thé nous enseigne que la récolte du jour se fait dans l'infiniment petit. Ainsi, je vous invite à repenser votre rapport à cette journée. Ne cherchez pas à la capturer comme un animal sauvage. Approchez-vous d'elle doucement. Regardez les heures mûrir sur la branche de votre vie. Et lorsque l'instant se présente, qu'il soit joie ou mélancolie, ne le saisissez pas. Ouvrez la main et cueillez-le. Il existe une étrange maladie de l'âme, une fièvre silencieuse qui nous consume doucement. Je l'appelle le syndrome de la salle d'attente. Combien de fois avez-vous prononcé ou pensé cette petite phrase terrible ? Quand j'aurai cette promotion, je respirerai. Quand j'aurai pris ma retraite, je voyagerai. Quand les enfants seront grands, je prendrai soin de moi. Sans le savoir, par ces mots,
nous transformons notre présent en une simple parenthèse. Nous faisons de l'aujourd'hui un couloir gris et sans fin, une transition ennuyeuse vers une vraie vie qui brille au loin, comme un mirage dans le désert. Nous nous convainquons que le bonheur est une récompense située après l'effort, après l'épreuve. Mais en ce faisant, nous habitons un temps qui n'existe pas encore, et nous laissons notre seule possession réelle, le présent, se faner entre nos mains, comme une fleur oubliée sur un rebord de fenêtre. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme, un architecte de grand talent, que nous appellerons le bâtisseur de demain. Cet homme avait un rêve. Il voulait construire la maison parfaite pour ses vieux jours. Une demeure de lumière, de bois rare et de pierre blanche, où tout serait calme et volupté. Durant 20 longues années, il a travaillé avec une ardeur effrayante. Il acceptait tous les chantiers, toutes les heures supplémentaires, sacrifiant ses soirs et ses week-ends pour amasser la fortune nécessaire à son chef-d'œuvre. Pendant ces 2 décennies, il vivait dans un appartement modeste, aux murs jaunis et au robinet qui fuyait. Mais il ne réparait rien, il ne décorait rien. Il disait à sa femme et à ses amis, « Ce n'est que du provisoire, inutile de s'attacher. La vraie vie commencera dans la grande maison. » Il ne s'asseyait pas pour dîner longuement, il mangeait debout. Il ne regardait pas le soleil se coucher depuis son balcon. Il regardait ses plans. Il traitait son existence actuelle comme un brouillon qu'on froisse et qu'on jette. Puis, le jour tant attendu arriva. La maison parfaite fut achevée. Elle trônait sur la colline, majestueuse, impeccable, exactement comme il l'avait imaginé. Il y entra, posa ses valises sur le marbre froid et s'assit dans le vaste salon inondé de lumière. Et là, dans ce silence parfait, une terreur glacée le saisit. Il réalisa que les murs étaient sublimes, mais qu'ils ne contenaient rien. Il n'y avait aucun écho de rire passé incrusté dans les pierres. Il n'y avait aucune mémoire de repas partagés, aucune trace de vie. Il avait passé 20 ans à construire le contenant, mais il avait sacrifié le contenu. Il avait bâti un temple, mais il n'avait aucun souvenir sacré à y déposer. Sa vraie vie n'avait pas commencé. Elle s'était écoulée pendant qu'il regardait ailleurs. Je vous le dis avec toute la tendresse de mon cœur. Ne faites pas ce pari. Reporter le bonheur est le jeu de hasard le plus risqué qui soit. C'est miser tout ce que vous avez sur un temps qui ne vous appartient pas. Ne vivez pas votre vie au conditionnel. N'attendez pas que l'orage passe pour danser sous la pluie, car l'orage est aussi votre vie. N'attendez pas d'être prêt, car on n'est jamais prêt pour le miracle de l'instant. La maison que vous habitez aujourd'hui, aussi imparfaite soit-elle, est le seul palais où votre cœur peut battre maintenant. Cessez de préparer l'avenir au point d'en oublier de respirer le présent. Nous voici arrivés face au défi le plus singulier de notre époque. Une épreuve que les anciens sages n'avaient pas prévue. C'est la tyrannie de l'écran. Nous vivons une tragédie moderne, une ironie douce amère. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour capturer le monde. Et pourtant, jamais le monde ne nous a semblé aussi lointain. Nous sommes devenus des archivistes de notre propre existence. Devant un coucher de soleil qui embrase le ciel,
Devant le sourire rare d'un enfant, ou face à la beauté sauvage d'un paysage, notre premier réflexe n'est plus d'ouvrir notre cœur, mais de sortir notre appareil. Nous voulons posséder l'instant, le figer dans une mémoire numérique pour être sûr de ne pas le perdre. Mais je vous le dis, en cherchant à sauvegarder le moment, nous nous privons de le vivre. L'objectif remplace l'œil. L'écran devient un mur de verre entre notre âme et la réalité. Nous troquons la chaleur d'une étreinte contre la froideur d'une image. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous au milieu d'une foule immense lors d'un concert. La musique s'élève, puissante, capable de soulever les montagnes. Mais regardez autour de vous. Ce n'est pas une mer de visages levés vers la lumière que vous voyez, mais une forêt de bras tendus, brandissant des rectangles lumineux. Une marée d'écrans qui tente d'enregistrer la magie. Mais, au milieu de cette agitation, observez cette personne, là-bas. Elle a fait un choix courageux. Elle a baissé les bras. Elle a glissé son téléphone dans sa poche. Soudain, pour elle, tout change. Elle ne regarde plus la scène. Elle est dans la scène. Libérée de l'obligation de cadrer, elle sent les basses vibrer dans sa poitrine, résonner contre ses os comme un second cœur. Elle distingue la sueur sur le front de l'artiste, non pas comme des pixels, mais comme la preuve de l'effort humain. Elle capte l'électricité invisible qui circule dans l'air, cette énergie collective, brute et animale, qu'aucun capteur numérique, aussi sophistiqué soit-il, ne pourra jamais emprisonner. Elle est la seule à vraiment entendre, car elle a cessé de vouloir retenir. C'est là que réside le secret, une vérité qui demande du courage. Pour vivre pleinement l'instant, il faut accepter qu'il disparaisse. Nous devons apprendre l'art des micro-deuils. Accepter de ne pas prendre la photo, c'est accepter que cette image ne sera vue par personne d'autre et qu'elle s'effacera peut-être même de votre mémoire. C'est un renoncement. C'est une petite mort. Mais c'est le prix à payer pour l'intensité. Car une rose que l'on met sous verre ne fane jamais, c'est vrai, mais elle ne sent plus rien. Pour respirer son parfum, il faut accepter qu'elle soit éphémère. Alors, la prochaine fois que la beauté se présentera à vous, osez ce geste rebelle. Gardez les mains vides. Laissez l'instant vous traverser, vous bouleverser, et puis, laissez-le s'en aller. Car ce qui n'est pas sauvegardé dans une machine est gravé bien plus profondément dans la chair de votre âme. Nous voici arrivés au seuil d'une vérité que nous préférons souvent ignorer, une porte que nous gardons fermée à double tour. Pourtant, c'est derrière cette porte que se cache le secret de l'intensité. Je veux vous parler de la fin. N'ayez crainte. Je n'aborde pas la mort pour assombrir votre journée, mais au contraire, pour lui donner son véritable éclat. Comprenez ceci. Ce qui est illimité n'a aucune valeur. Si l'or se ramassait comme le sable sur toutes les plages du monde, personne ne se baisserait pour le recueillir. Si les diamants tombaient du ciel comme la pluie, ils n'en auraient aucune couronne. C'est la rareté qui crée le trésor.
Il en va exactement de même pour votre temps. Imaginez un instant que nous soyons immortels. Imaginez une vie sans terme, une route sans horizon. Dans une telle existence, aucun moment n'aurait d'importance. Pourquoi embrasser vos proches aujourd'hui, si vous pouvez le faire dans 1000 ans? Pourquoi admirer ce lever de soleil, s'il doit se répéter à l'infini pour l'éternité? L'immortalité serait le tombeau de l'émerveillement. C'est parce que le film a une fin que chaque scène est cruciale. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui avait décidé de regarder cette vérité en face. Non pas avec effroi, mais avec une précision mathématique. Un jour, il s'est assis à son bureau et a fait un calcul simple. Il a pris l'espérance de vie moyenne d'un homme de son âge et il a compté combien de samedis il lui restait théoriquement à vivre. Ce chiffre, bien que grand, était fini. Il est alors allé acheter des billes, des centaines de billes transparentes, irisées de couleurs. Il a acheté le nombre exact de billes correspondant au samedi qui lui restait. Il les a versées dans un grand bocal en verre qu'il a posé bien en évidence sur son bureau. Chaque samedi matin, dès son réveil, il accomplissait le même rituel silencieux. Il plongeait la main dans le bocal, sentait la fraîcheur du verre contre sa peau et retirait une bille, une seule. Il la regardait, la faisait rouler entre ses doigts et il se disait : « Voici mon samedi, mais je n'en ai pas d'autre comme celui-là. » Une fois cette bille posée, elle ne reviendra jamais dans le bocal. Au fil des années, le niveau des billes a baissé. On pourrait croire que voir ce bocal se vider l'aurait plongé dans l'angoisse, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. À mesure que les billes diminuaient, la valeur de chaque bille restante augmentait. Chaque samedi devenait un événement sacré. Il ne perdait plus son temps en colère futile ou en soucis imaginaires. Il n'avait plus le luxe de l'ennui. La vision du vide qui se créait dans le bocal a rempli son cœur d'une gratitude immense. C'est là toute la puissance de l'ancien adage. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une menace, c'est le carburant le plus pur pour votre joie de vivre. Le carpe diem, cueillir le jour, n'existe que parce qu'il y a un hiver qui approche. C'est l'ombre qui donne à la lumière sa définition. Alors je vous invite à ne plus fuir cette pensée. Acceptez que votre bocal ne soit pas sans fond. Et quand vous tiendrez la bille de cette journée entre vos mains, ne la laissez pas simplement rouler sous un meuble. Regardez-la, admirez ses reflets. C'est parce qu'elle est comptée qu'elle est inestimable. Nous voici arrivés au terme de notre promenade à travers le temps. Nous avons traversé ensemble les malentendus du langage et les illusions de l'attente. Et s'il ne devait vous rester qu'une seule certitude de notre échange, que ce soit celle-ci. Le carpe diem n'est pas une fuite. Ce n'est pas l'acte insouciant de l'enfant qui ignore que l'hiver arrive. Au contraire, c'est l'acte le plus lucide et le plus courageux de l'adulte. Cueillir le jour, ce n'est pas tourner le dos à l'avenir. C'est comprendre que l'avenir ne se construit pas avec des rêves anxieux, mais avec la qualité de votre attention présente. Si vous prenez soin de l'instant, comme le jardinier prend soin de la racine, la fleur de demain éclora d'elle-même, sans effort. Je vous propose, pour finir, de changer votre regard sur le temps.
On nous a appris à voir le temps comme une ligne droite, une flèche horizontale qui file du passé vers le futur. Une course effrénée, nous sommes toujours en retard. Mais je vous invite à voir le temps comme une profondeur. Le temps est vertical. Chaque seconde est un puits sans fond. Si vous cessez de courir à la surface pour plonger à l'intérieur de l'instant, vous découvrirez qu'une seule heure peut contenir une éternité. Vous découvrirez que le monde n'est pas quelque chose que l'on traverse, mais quelque chose que l'on habite. Alors, avant que nos chemins ne se séparent, j'aimerais vous inviter à une petite expérience. Une expérience immédiate. Lorsque ma voix se taira dans quelques secondes, ne vous précipitez pas vers votre prochaine tâche. Ne lancez pas un autre épisode. Ne consultez pas vos messages. Restez là, juste 5 minutes. 5 minutes pour ne rien faire d'utile. Regardez la lumière jouer sur le sol. Écoutez le bourdonnement du monde. Sentez le poids de votre corps sur la chaise. C'est dans ces interstices de silence que la vie reprend son souffle. Cueillez ce silence. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous m'avez offert 20 minutes de votre existence. Vous avez investi ce trésor irremplaçable qu'est le temps pour m'écouter. Et c'est un honneur que je mesure pleinement. N'oubliez jamais, votre vie n'est pas ce qui vous est arrivé hier, ni ce qui vous arrivera demain. Votre vie, c'est maintenant. Allez l'accueillir.